Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons Marianne Guyader, dirigeante de Groix et Nature, une conserverie artisanale des produits de la mer installée sur l'île de Groix depuis 2000. Un sacré challenge que vous avez relevé. Bonjour Marianne Guyader, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, un modèle pour vous, votre grand-mère, Denise Guyader, bonjour. Vous avez souhaité aussi avoir à vos côtés Jean-Luc Martin, président des Vieilles Charrues, avec qui vous avez tissé des liens forts, et Olivier Marie, journaliste culinaire. Bienvenue à tous les quatre. Alors vous aviez 15 ans, Marianne Guyader, quand votre père a créé cette conserverie. C'est d'abord une île que vous avez découvert avant d'être dirigeante. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré tout de suite, cette île de Groix ? C'était une île. En fait, on partait beaucoup en mer avec mon père. C'est un passionné de voile. Donc, le parcours des vacances était assez simple. En fait, on partait 15 jours en bateau. On partait de Bénodet, on allait au Glénan, à Groix et à Belle-Île. Et c'est vrai que quand mon père, qui a créé la conserverie, a décidé de monter ce projet, moi, ça m'a inspiré beaucoup d'éléments qui correspondaient avec mes valeurs qui étaient en construction. J'étais adolescente, mais c'est des super souvenirs de découvrir l'île. Mon père travaillait l'été à la conserverie et puis avec ma sœur, nous, on a découvert Groix un peu par nous-mêmes comme ça. C'est des super souvenirs et des bons moments. On arrive à se faire des amis facilement quand on arrive comme ça sur une île à 15 ans ? Alors nous, on n'a jamais vécu sur les îles. Sur l'île, c'était une période courte. Par contre, justement, moi, ce que j'apprécie beaucoup sur le caractère insulaire et notamment les Groisillons que je côtoie dans le cadre aussi du travail, c'est une franchise et un caractère vrai. Et ça, moi, j'y suis très, très attachée. Et pourquoi votre père a fait le choix de Groix ? Parce que c'est quand même pas ordinaire de s'installer sur une île pour un entrepreneur. Alors, je pense qu'il aime déjà beaucoup les défis, premier point. Et deuxièmement, il cherchait aussi un projet qui puisse illustrer des convictions qu'il avait. Donc, d'avoir un engagement vis-à-vis de l'emploi sur un territoire qui n'était pas forcément évident et de mener une entreprise avec en tête du développement durable de proximité à travers de l'emploi, à travers de beaux produits et de montrer aussi, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et sur une île, on peut tout faire avec une temporalité qui est peut-être un peu différente. Justement, ça va être une sacrée logistique entre les marées, la météo, le prix de la traversée. J'imagine qu'au début, pour votre père, il y a eu quand même une phase de rodage. Est-ce que c'est des choses dont il vous a parlé ? S'installer sur une île, c'est aussi beaucoup d'aléas. C'est beaucoup d'aléas. Après, je pense qu'il faut l'expérimenter. Moi, j'ai démarré il y a plus de 10 ans mon travail chez Groix et Nature. Voilà, on teste, on voit que ça passe ou ça passe pas. On vit vraiment en fonction des horaires des bateaux. Ça, il faut l'avoir en tête parce que le verre, tout traverse. Pareil, la marchandise, quand elle repart, les rillettes traversent avec le bateau. Donc, c'est une temporalité qui est différente, mais c'est des défis et en fait, les petites victoires du quotidien ont beaucoup plus de saveur et le côté humain est beaucoup plus important aussi. En 20 ans, on anticipe un peu plus ou on arrive à mieux gérer quand il y a des couacs. Exactement, c'est ça. Alors, les conserveries ont toujours fait partie de l'ADN de l'île de Groix. Comment est-on passé de 5 conserveries à une seule qui est la vôtre aujourd'hui ? C'est quoi l'histoire ? Alors, l'histoire de Groix est très ancrée justement avec la pêche au thon. Il y avait donc 5 conserveries. Sur le clocher d'église, c'est un thon, c'est pas le coq, mais c'est le thon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est avec la mécanisation des bateaux, parce qu'il y avait un bateau typique de l'île de Groix qui sont les dindés. Donc, c'est des thoniers qui sont assez larges. Et avec la mécanisation, finalement, c'était aussi simple d'aller sur le port de Lorient. Donc, pour nous, ça a été vraiment essentiel de faire revivre et renaître cette activité des conserves parce que ça fait partie du patrimoine culinaire de l'île, ça fait partie de l'histoire de l'île et ça, il faut vraiment le maintenir parce que c'est important. Denise Guyader, j'imagine que vous vous êtes rendue sur Groix au moins une fois. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette île ? Vrai. Mais c'est vrai que j'ai été étonnée lorsque mon fils m'a dit qu'il achetait une entreprise sur Groix parce que c'est pas évident déjà de faire venir du continent la marchandise. Mais oui, ça s'est fait normalement, on va dire. On aime bien les challenges dans la famille Guyader, c'est ça ? C'est vrai. Oui. Et quand vous y êtes rendu, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Finalement, ça le fait ?
Oui. Le cadre est plutôt sympathique. Bah, j'ai vu la toute première usine, et puis j'ai surtout vu celle dans laquelle Marianne dirige aujourd'hui. Et bien sûr, j'y étais pour l'inauguration. Évidemment. Non, c'est une très belle chose. Plutôt fière. J'en suis fière, effectivement, j'en suis fière. Alors, Groix et Nature, ce sont une diversité des produits de la mer. Un travail mené avec les producteurs locaux. Evan s'est rendu sur l'île de Groix pour l'occasion. On regarde. Oui, Marianne, je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien, Erwan. Nous sommes sur l'île de Groix ce matin. Et Erwan, vous êtes l'un des 2 éleveurs d'ormeaux en Bretagne. Et vous travaillez avec Groix et Nature depuis bien longtemps. Et vous allez nous présenter ces coquillages qu'on ne connaît pas trop. Vous pouvez peut-être nous faire les présentations, vous en avez un dans la main. Voilà, il était caché celui-là. Voilà, donc bonjour enchanté. Marianne. Ormeau, Marianne. Marianne Ormeau. Vous pouvez nous donner les particularités de cet animal? Alors il a des particularismes, c'est un peu le bijou de la Bretagne. Donc ça c'est le modèle qu'on élève, donc c'est des animaux qui ont 3 ans. Ils vont rester 3 ans sur Groix. Et donc c'est un gastéropode, donc il va manger des algues, donc plutôt des laminaires, comme celle-ci. Ok. Et donc voilà. Donc vous allez récolter les algues pour leur donner à manger? Voilà, on récolte les algues pour leur donner à manger le soir. On mange le soir. Donc ce sont des algues fraîches tous les matins? Alors tous les matins ou tous les 2 jours, ça dépend en fonction du temps, des tempêtes. On a une licence de ramassage d'algues autour de l'île. Donc en même temps, on pratique une jachère donc pour préserver le milieu. Et donc on donne quotidiennement ou 2-3 fois par semaine des algues. Donc vous disiez que celui-là, il a 3 ans? Celui-là, il a 3 ans. Et on peut les consommer jusqu'à quel âge, les ormeaux? Alors c'est des animaux qui vivent entre 15 et 20 ans. Donc il y a des licences de pêche pour tout ce qui est sauvage, c'est-à-dire des animaux de plus de 9 cm. Il y a des quotas de pêche avec des tailles minimales. Et nous, en élevage, on n'est pas tenu à des tailles. Et donc vous travaillez avec Groix et Nature qui ensuite les transforme en conserve? C'est ça, Groix et Nature, faire des conserves marinées dans de l'huile de pépins de raisin, et donc au naturel, à l'ancienne, comme des sardines, mis une par une et tout, bien rangées dans les boîtes. Donc voilà, on a un partenariat pour ça qui est exclusif avec Groix et Nature. Bon, là, on est en train de se diriger vers votre atelier, là où vous élevez les ormeaux. Il n'y en a pas beaucoup des endroits comme ça en Bretagne? Non, il n'y en a pas beaucoup. On n'est que 2 en France. Comment est-ce que vous avez eu envie de devenir éleveur d'ormeaux? C'est pas commun. C'est pas commun, mais donc j'ai eu la chance de pouvoir étudier et travailler avec un grand scientifique en Irlande, monsieur Le Dorven, et donc qui m'a transmis cette passion et surtout cette maladie, on va dire. Donc vraiment une grosse volonté et des bonnes idées sur l'ormeau. Donc j'ai propagé ça, continué. Et maintenant, en Irlande, c'est là où vous élevez vos petits ormeaux? Voilà, en Irlande, j'ai une écloserie d'ormeaux et d'huîtres. Et donc au bout de 6 mois, on les rapatrie sur l'île de Groix en production, ici donc en demi-élevage pendant 2 ans et demi. Qui fait bien 3 ans. Donc ils passent du Connemara à l'île de Groix, c'est plutôt pas mal. Alors après, ils passent dans nos assiettes. Ça reste des pays celtes. Mais après, biologiquement, on a les mêmes salinités d'eau, donc il n'y a pas de problématique. Bon, justement, maintenant, on va rentrer à l'intérieur dans un hangar tout noir parce que ce sont des animaux qui aiment la pénombre. Voilà, ce sont des nocturnes. Voilà, et on va aller voir comment ils sont bichonnés. Donc à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Vous êtes devenu un petit peu spécialiste des ormeaux ou pas, Marianne Guyadère, avec le temps? Le spécialiste, c'est Erwan. Bon, après, maintenant, Erwan a une grande qualité, c'est qu'il sait transmettre sa passion. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens qui sont passionnés par leur métier. Et c'est vraiment son cas. Donc, il a pris le temps de m'expliquer, de me montrer comment on doit travailler l'ormeau, comment on l'élève. Et non, c'est toujours beaucoup de plaisir d'aller visiter son élevage. Alors, il y a cette volonté de privilégier tout ce qui est local dans l'approvisionnement aujourd'hui. Finalement, quelles sont les matières premières que vous n'arrivez pas à trouver sur l'île ou aux alentours aujourd'hui? Alors, en fait, on a fait un gros travail, effectivement, pour recentrer, parce que dès le lancement de Groix et Nature, on ne souhaitait pas sortir de l'Atlantique Nord-Est pour trouver la matière première. Aujourd'hui, on a fait un travail de sourcing et de collaboration où on arrive à avoir des approvisionnements de pêche française sur le bar, le merlu, qui est le poisson emblématique de l'Orient. Il y en a sur la sardine, où on a justement un accord avec un pêcheur du Guilvinec. Enfin, vous voyez, c'est vraiment d'aller choisir la matière. Et nous, après, notre travail en tant que conserveur, c'est de sublimer chaque matière. Donc d'adapter la recette, d'adapter le process, de prendre le temps à une époque où tout va vite. Nous, on est un peu à contre-pied parce qu'on se dit non, il faut prendre le temps pour vraiment sublimer la matière. Ça va, on a un partenariat avec la laiterie de Kerguillette
qui est également dans le Morbihan pour toute notre gamme bio sur tout ce qui est crème. Donc c'est pas uniquement la matière qui est sur l'étiquette, c'est de se dire le beurre qu'on achète, est-ce que c'est du beurre français, et c'est du temps, c'est vraiment du travail un peu d'orfèvre parce qu'il faut creuser, mais en fait c'est passionnant parce qu'à partir du moment où on a cet engagement vis-à-vis du territoire, il faut aller chercher, faut aller chercher chaque produit, et dans notre logique de développement des produits, on part de la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir autour de la Bretagne. Alors vous parliez du temps, nous on va remonter un petit peu le temps avec vous, si vous le voulez bien. Et il paraît que quand vous étiez petite, vous aimiez jouer à la marchande et faire la cuisine. Oui, j'ai beaucoup joué à la marchande, vraiment. Et quand j'ai dû choisir un métier, je me suis dit que jouer à la marchande, je savais faire. Et la cuisine, c'est vrai que alors, ma grand-mère, je l'ai beaucoup accompagnée quand elle travaillait. En fait, je n'allais pas au centre aéré, je restais dans ton bureau. Vous faisiez peut-être des gâteaux, comme sur cette photo Exactement, voilà. À la maison. Voilà, donc des petites tartes aux pommes. Tarte aux pommes qui est... un incontournable. La recette vraiment de ma grand-mère pour chaque jour. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle me réclame tout le temps, c'est ma tarte aux pommes. Oui. Je me suis lancée dans une tarte aux pommes un peu originale. Et à chaque anniversaire, il lui faut sa tarte aux pommes. Il y a des ingrédients spécifiques, on a le droit d'avoir la recette. Si vous arrivez à la voir, parce qu'elle nous dit c'est très simple, mais... Je dirais que l'originalité, c'est que je mets du sucre brun. Au lieu de mettre du sucre blond, je mets du sucre brun. Donc ça caramélise. C'est une pâte sablée. Mais le fait de cuire longtemps, ça caramélise un peu le gâteau. Donc c'était vraiment un passe-temps entre grand-mère et petite-fille, la cuisine. Oui, c'est vrai. Oui, le mercredi, on cuisinait beaucoup. On testait et ce que ma grand-mère m'a appris, c'est aussi la rigueur. La rigueur, quoi. Fallait respecter. Oui, elle me dit qu'à l'époque, je lui disais que la farine, le beurre, le sucre, tout se met dans un ordre, mais que si vous mettez à l'inverse, ça ne marche pas. Est-ce que je ne me souviens pas. Est-ce que vous aviez eu le sentiment déjà, Denise, de transmettre des choses importantes qui vont être des piliers pour Marianne plus tard? Hormis la cuisine qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que vous avez eu le sentiment? On a partagé beaucoup de choses, c'est vrai. Et aujourd'hui, Marianne est très attachée à sa famille. Donc, je pense que ça vient de ce démarrage-là qu'il y a eu, ou de la fusion qu'il y a eu entre nous. Il faut dire que sa sœur et elle, c'est vrai, je les gardais toutes les semaines. Et elle avait 5 ans, ça a démarré, elle avait 5 ans. Donc, vous voyez, parce que j'ai 8 petits-enfants, mais c'est la première. C'est la première. Donc elle a un petit statut un peu particulier. Oui, puis elle porte le nom de ma mère, parce que ma mère s'appelait Marianne aussi, mais en 2 mots. Et Marianne, c'est en un seul mot. Alors, aujourd'hui, cet amour de la cuisine, il se concrétise aussi par le fait que vous travaillez aussi avec des chefs cuisiniers. Comment ce partenariat se lie? Qu'est-ce qu'ils apportent? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la passion. Puis moi, je suis toujours émerveillée de voir... on a eu la chance de collaborer avec Patrick Geffroy sur le développement de l'huile de homard. Et Patrick est venu à 3 mois nous faire l'amitié de nous refaire une recette avec l'huile de homard. J'ai l'impression qu'il a 3 ingrédients et il fait une assiette qui est juste magnifique, ça lui semble simple. Et moi, j'aime beaucoup cette approche de se dire que la cuisine, c'est de la découverte, c'est oser, c'est oui, un petit côté quand même rigoureux de se dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en travaillant avec des chefs, je trouve qu'on apprend l'humilité, en fait. Moi, mon humble niveau en tant que conserveur, j'essaie de travailler les saveurs, le goût, vraiment la façon de respecter le produit. Et c'est des choses que, en observant les chefs, ou même en observant ma grand-mère, en fait, parce que c'est vrai que, la table était bien mise, les plats avaient du goût, et ça, c'est important. Et parfois, il y a des journalistes culinaires qui s'invitent chez Groix et Nature. Alors, vous vous êtes rencontrés, Olivier Marie, vous êtes venus faire un reportage à un moment un peu particulier, quand même. On peut le dire, oui, tout à fait. Racontez-nous. C'était une échappée, puisque c'était en plein confinement. Donc, nous, en tant que journalistes, nous avions le droit de travailler, de nous déplacer. Et donc, je me suis rendu sur Groix. Alors, c'était vraiment... moi, j'habite en plein centre-ville de Rennes. C'était vraiment une grosse bouffée d'oxygène. Et c'était vraiment exceptionnel. Il faisait un temps magnifique.
Et puis j'ai rencontré tous ces producteurs, Erwan Tonnerre également, le producteur de moules sur corde, les producteurs de Marianne, et c'était vraiment une très belle expérience. Et finalement, qu'est-ce qui fait la spécificité de Groix et Nature par rapport à d'autres conserveries artisanales, puisque c'est pas ce qui manque sur notre territoire quand même? Alors je pense qu'effectivement la spécificité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le fait de renouer avec un passé de conserverie, de se réinstaller à Groix. Je pense que là, pour le coup, c'est une très très belle aventure. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est très beau, quoi. Enfin, c'est vraiment une belle aventure. Ouais. Vous êtes une fidèle lectrice de Breton en cuisine, dont est le rédacteur en chef, Olivier. Je suis fidèle lectrice, donc ça a vraiment été un honneur même pour l'équipe qu'Olivier vienne. Je suis une fidèle aussi, je cuisine les recettes. J'ose pas envoyer des photos parce que j'ai plus ou moins de... Voilà. Mais elle cuisine très bien. Mais moi, ce que j'aime dans Breton en cuisine, c'est on valorise des gens à travers leur métier. Il y a un article sur un monsieur qui fait du gingembre en Bretagne. Enfin, moi, je découvre... J'ai une espèce de curiosité que je travaille, c'est-à-dire une curiosité positive. Et à travers Breton en cuisine, mais à chaque fois, je découvre quelqu'un, je découvre des recettes. Et c'est génial parce qu'on se dit, en Bretagne, on a vraiment tout pour être heureux, pour être bien. Le savoir-vivre, savoir-être des Bretons, est vraiment retranscrit dans le magazine. Alors il y a la cuisine dans la famille Guyadar, mais il y a aussi cette fibre entrepreneuriale qui s'est transmise de génération en génération. Le premier à avoir posé la première pierre, c'est votre arrière-grand-père Yves Guyadar en 1930, je ne dis pas de bêtises. Puis ça va se poursuivre avec vous, Denise Guyadar. Est-ce que vous avez l'impression d'être héritière d'une histoire où finalement, Marianne, l'entrepreneuriat, ça allait de soi, ou c'était quelque chose qui était ancré en vous? C'est à toi. Oui, non, je sais pas. Alors, en fait, je pense que oui, en quelque sorte, parce que moi, quand j'étais petite, je vivais sur le site dans lequel est le siège social de l'entreprise que dirige mon père, Guyadar Gastronomie. Donc, j'étais tout le temps dans l'entreprise, j'étais tout le temps dans les bureaux. Et en fait, oui, je crois que c'est une question de caractère, d'avoir envie de défendre ses idées, d'avoir des convictions. On m'a plutôt toujours encouragée de me dire, faut savoir défendre ce pourquoi on se lève le matin. Donc oui, je ne sais pas si c'est familial, mais en tout cas, ma grand-mère, mon père m'ont bien inspirée à ce niveau-là. Il y a quelque chose de familial dans ce côté d'entreprendre dans la famille Guyadar? Au départ, je ne pensais pas que tu continuerais. Au départ, tu n'avais pas pris tout à fait cette orientation-là. Mais très vite, c'est vrai qu'elle s'est intéressée. Oui, parce que moi, c'est par obligation que je suis venue, que j'ai repris l'entreprise. Mais c'est vrai que Marianne a toujours baigné au siège. Tu étais quand même très souvent. Oui, puis le fait que ce soit dans l'agroalimentaire, en fait, je pense que je suis née gourmande aussi. Donc, j'adorais aller goûter les produits. C'est des super souvenirs. Et après, à l'issue de mes études, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. Et il me manquait ce moteur, quelque chose qui fait qu'on sait pourquoi on se lève le matin, qu'on sait pourquoi qu'est-ce qu'on défend. C'est pas forcément un métier qui est très simple non plus, mais que je fais tous les jours avec un immense plaisir. Allez, on va retourner direction l'île de Groix, où Evan s'est invité chez votre producteur d'ormeaux. Alors, on vous l'avait promis, nous sommes maintenant à l'intérieur de l'élevage d'ormeaux d'Erwan. Et donc là, les ormeaux sont en train de se faire une petite thalasso. Là, ils sont en thalasso, oui. Rassurez-moi, c'est bien de l'eau de mer. Alors, c'est de l'eau de mer, mais décapée, nettoyée, purifiée, comme en thalasso. Et pourquoi est-ce que les ormeaux, on les élève en intérieur, comme ça, dans un hangar, et pas comme un parc à vitres? Alors, c'est vrai que c'est moins glorieux dans un hangar. Mais là, en fait, c'est un animal qui a besoin d'une qualité d'eau exceptionnelle. Et hélas, en milieu naturel, même dans l'île de Groix, on ne maîtrise pas tous les paramètres, température, pH et autres. Donc le but, c'est vraiment que ce soit le top du top. Et alors, on le voit derrière, parce que ce bassin-là, il est allumé pour que vous puissiez, vous, à la maison, voir les ormeaux. Mais derrière, les coquillages, ils sont plongés dans la pénombre. Pourquoi? Alors, c'est des animaux qui sont nocturnes. Ils n'aiment pas la lumière directe. Dans le milieu naturel, ils vivent entre 5 et 15 mètres de fond sous des rochers. Et là, ils sont donc peinards dans la lumière pour ne pas avoir de stress. Ah, mais l'eau, elle est froide? C'est un animal qui aime l'eau froide, 15-16 degrés maximum. Et donc c'est de l'eau qui est puisée à l'île de Groix quand même? C'est de l'eau qui est puisée au large
à 15 mètres de fond par un système de pompage, et donc qui est en circuit fermé, donc on ne consomme pas beaucoup d'eau. Alors il y a une particularité de l'ormeau, c'est que c'est un animal qui est très fragile. Racontez-nous. Parce que là, vous le manipulez, mais vous ne faites pas de mal. C'est vrai que c'est un animal, il est très fragile, donc par les qualités d'eau, mais aussi, donc c'est un animal hémophile, et donc il ne faut pas le blesser parce qu'il risque de perdre ses fluides et son sang, et donc il va mourir. Donc il faut les manipuler avec précaution. Donc c'est toute la particularité et le savoir-faire de votre métier, Exactement. de bien savoir les manipuler. Le vrai savoir-faire, c'est ça, c'est bien savoir les manipuler et s'en occuper. Alors là, on parle d'ormeaux qui sont élevés ici, mais vous travaillez aussi avec des ormeaux sauvages. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont des bagues. Voilà, il y a des baguets, ouais, je peux en sortir un. Hop. Et alors comment ça se passe? Parce que la pêche à l'ormeau, finalement, on ne se rend pas vraiment compte de qu'est-ce que c'est. On connaît les ostréiculteurs, on connaît la conchiliculture, mais là, il y a beaucoup de pêcheurs d'ormeaux en Bretagne. Alors il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, en fait, de souvenirs, il doit y avoir 16 ou 17 licences de pêche d'ormeaux, donc ça se pêche en plongée bouteille. C'est un métier c'est pas facile. Ils ont des quotas, donc d'où les bagues. Ils ont un nombre de bagues pour la saison de pêche. Donc la saison de pêche, c'est de mi-septembre, on va dire, à mi-mai. Et après, c'est fermé pour préserver la ressource. Et donc voilà, donc quand leurs quotas sont épuisés, il n'y a plus d'ormeaux. Donc d'où l'importance d'avoir un peu d'élevage et d'ormeaux sauvages. Alors pour moi, l'élevage permet quand même de pallier, et surtout de montrer aux gens la fragilité des milieux et préserver une espèce qui va, avec le réchauffement climatique et les diverses problématiques, disparaître ou muter ailleurs. Et alors vos ormeaux qui ont entre 3 et 10 ans, on peut les retrouver où? Vous les vendez à qui? Alors particulièrement et principalement à Groix et Nature, donc pour plusieurs recettes. Mais après, on les retrouve surtout sur des tables de restaurants étoilés. La classe. Groix rayonne dans toute la France. Groix rayonne partout sur la planète. Sur la planète, évidemment. Groix, centre du monde. Voilà. On va maintenant aller dans l'atelier de Groix et Nature pour voir comment sont préparés ces petits ormeaux. Remettez dans l'eau les pauvres. Allez à la nage. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Evan. Marianne Guyader, aujourd'hui, Groix et Nature, c'est combien de salariés sur l'île? Combien de pêcheurs, marailleurs, ostréiculteurs avec lesquels vous travaillez? Alors aujourd'hui, on est 35 personnes dans l'entreprise, dont 19 qui sont des Groisillons et des Groisillonnes, donc qui vivent à l'année sur l'île. On travaille sur Groix avec donc Erwan, avec également Julien pour les moules. On travaille également le piment de Groix. D'accord. Donc depuis peu, on a réussi à vraiment associer la terre et la mer. Et après, en fait, on travaille surtout en circuit court. Donc on n'a pas énormément de marailleurs avec lesquels on travaille. Ça doit être une dizaine en fonction des matières. D'accord. Alors Groix et Nature est aussi partenaire à son tour de l'un de nos plus beaux festivals, les Vieilles Charrues. Et pour une première rencontre, vous vous êtes rencontrés dans un lieu plutôt chic et quand même très classe. Jean-Luc Martin. Exact. On s'est rencontrés dans un lieu chic et classe, mais à la campagne, puisque c'est Central Park en plein milieu de New York, pour une édition un peu folle. Et donc Marianne était pour sa première édition partenaire de cette folie un peu bizarre qu'on a décidé de faire à New York. Comment vous avez vécu ça, vous? Enfin, vous dire on part à New York parce que, alors nous, on exporte nos produits aux États-Unis, en Asie, et puis un jour, Jean-Luc appelle mon père, c'était l'été, voilà, vraiment, mais un moment, et il dit, tiens, je suis avec Jean-Luc, est-ce que c'est possible de faire un partenariat à New York pour les Vieilles Charrues? Oui, pourquoi pas. Donc je me suis retrouvée avec mes petites rillettes, bonjour. Et donc il y avait Groix et Nature qui était présent, il y avait également les Gavottes, donc la Bretagne était bien représentée, et c'était un moment hors du temps. Et quand on en a parlé après avec Jean-Luc et Corinne, on s'est dit c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à le faire sur Carhaix. Et pourquoi on démarre à New York? Faisons-le directement alors, et tous les ans. Racontez-nous comment vous avez, pas vendu, mais proposé vos rillettes en plein Central Park. Enfin, l'image paraît quand même assez improbable. Mais c'était improbable. C'était bien organisé parce qu'une fois de plus, c'était chaleureux, c'était simple et la musique était à l'honneur. Et en fait, on avait fait des petits stands pour faire découvrir aux Américains les produits bretons et de se dire l'ambiance des Vieilles Charrues, c'est aussi l'ambiance de la Bretagne. Et donc, on sait découvrir sur des petits toasts les produits de la conserverie. C'était génial. Et je crois que le consulat de France à Washington se souvient de ces Bretons qui sont arrivés à New York. Oui, je crois que la veille, on avait fait une petite soirée au consulat avec tous les Bretons et tous les partenaires qui avaient suivi, parce que quand on a lancé l'idée, forcément, on a sollicité les Bretons d'abord, comme d'habitude.
à venir dans cette idée un peu folle, oui, on est capable de venir. Parce que là-bas, il y a énormément de Bretons. Et à vrai dire, il y avait beaucoup de Bretons new-yorkais qui, très souvent avec les couleurs de la Bretagne, mais qui n'étaient jamais venus au festival. C'est un petit peu pour ça qu'on a dit... le festival va venir à vous. Voilà. Et le fait de pouvoir apporter les produits bretons donc à Central Park, c'était aussi de se dire, écoutez, vous avez vu ce qu'on fait chez nous? Et puis c'est que des gens du territoire. Et puis on était super fiers de toutes les entreprises. Et puis bien évidemment de Groix Nature se retrouver là-bas. Et ça s'est confirmé parce que je crois que Christian, donc son papa, m'a dit quelques temps après, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à Marianne, mais elle est complètement piquée avec les charrues. Et pourquoi c'était important pour vous que Jean-Luc Martin soit là? Parce que j'aime beaucoup, que ce soit Jean-Luc ou Olivier, j'aime beaucoup leur côté passionné dans leur domaine. Et justement, Jean-Luc, moi j'aime aussi cette simplicité de bien faire les choses, en fait, de se dire c'est humain, c'est vrai. Et quand on a démarré à collaborer, je dis nous, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire, les vieilles charrues. Moi, j'y suis allée pour la première fois, j'étais en 4e. Donc pour moi, c'était le festival incontournable en Bretagne, en France. Et que conserverie à taille humaine, je me suis dit bon. Et en fait, on a fait un super projet où tous les ans, on fait une rillette, où on adapte l'étiquette liée avec l'affiche de l'année. Et voilà, moi, ça a toujours été un plaisir de se dire, on se tape dans la main, on se dit on fait ça, on le fait. Et il n'y a plus tant que ça de personnes avec qui on peut le faire. Donc j'ai beaucoup apprécié comment a démarré ce partenariat qui, en plus, aujourd'hui, je crois, et nous, dans l'entreprise, les collaborateurs sont très fiers aussi qu'on soit partenaire des Vieilles Charrues. Et quand ils viennent animer le stand, ils parlent avec fierté, en tout cas, de cette collaboration. Vous rejoignez aussi sur ces valeurs travail, cette solidarité bretonne? Complètement. Je crois que le discours de Marianne et de son père, c'est vraiment les gens du pays qui se lancent des défis, parce que c'est jamais très simple. Les Vieilles Charrues, c'est d'abord un défi. Qui aurait dit, il y a quelques années, que c'était possible. On en parlait tout à l'heure avec Olivier. Les médias, on parle toujours des produits courts, produits en Bretagne et compagnie. Mais je tiens quand même à rappeler qu'aux Vieilles Charrues, moi je m'occupe de la restauration depuis 97 ou 98. Tous les produits viennent de Bretagne. On fait du hamburger, on fait de la tartiflette, on fait tout plein de choses. Donc forcément, quand il y a des passionnés comme Marianne, venez. Et ça coule de source qu'ils soient avec nous et pour cette histoire. Alors on parlait de New York, on parlait de l'international. L'étranger vous sourit aussi à Groix Nature. Il y a un prix dont vous êtes très fiers. Le prix que vous avez reçu à Dubaï. Racontez-nous un peu cette expérience. C'était un peu dingue en fait parce que on a lancé l'huile de homard en 2012 en se disant on lance un produit qui est plutôt sympa, mais vous savez jamais en fait. Vous avez une approche, vous dites comment le produit va être accueilli. Et c'est vrai qu'on a gagné un prix d'innovation en France sur le SIAL, qui est le salon de l'agroalimentaire en France. Et on s'est dit là, on arrivait un peu à un tournant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance à l'export? Moi, ce sont mes études à la base, l'export. Voilà, donc ça me faisait plaisir. Et donc, on a tenté et arrivé à Dubaï, donc au Gulf Food, la scène improbable. Il n'y avait que pour moi, des grosses entreprises. Et c'était une organisation, mais c'était organisé avec... C'est les Oscars, en fait. Et d'un coup, j'étais de dos. Et j'entends vraiment que la personne qui animait la soirée n'arrive pas à prononcer le nom de l'entreprise. Et je me dis, tiens, peut-être qu'en fait, c'est pas mal. Parce que je voyais, je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne et je vois la bouteille d'huile de homard. Et en fait, ça nous a donné du courage et de se dire, on peut le faire avec nos propres moyens. On peut aller étape par étape. Et cette ouverture vers le monde. Alors déjà, quand vous êtes sur une île, la première étape d'exporter, c'est l'Orient. Après, voilà, vous apprenez à travailler sur le territoire. Et quand vous arrivez, que ce soit à Dubaï ou en Asie, c'est super chouette. C'est des belles aventures. Et cette huile de homard, vous l'avez goûtée Moi, Olivier je l'ai Marie, goûtée, oui. C'est quoi sa spécificité par rapport à une huile
ordinaire? C'est... Non, mais le goût, oui, voilà, gustativement, c'est ça, gustativement. Ouais. Donc, pour le coup, pour assaisonner des différents plats. Ouais. Mais effectivement, c'est ce goût de homard subtil qui n'emporte pas tout non plus. Ouais. Donc, c'est une belle réussite, c'est clair. J'imagine que vous avez déjà testé, Jean-Luc Martin. Oui, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est fan aussi et comme Marianne, mais fan de cuisine et elle adore faire la cuisine, donc forcément des produits comme ça, c'est toujours un plaisir de les voir dans les recettes d'ailleurs. Oui. Justement, à partir dans l'entreprise, puisque Evan s'est rendu dans les coulisses, les ateliers de fabrication, et il nous parle justement de l'huile de marc. Alors la suite de notre escapade groisillonne se passe dans la conserverie Groix et Nature. Merci de nous accueillir, Richard. Vous connaissez bien Marianne puisque vous travaillez quasiment au quotidien avec elle. Tous les jours, oui. Et alors avant de retrouver nos ormeaux qui sont en train d'être préparés, on voulait faire une petite pause par l'huile de homard. C'est quand même une des spécialités de Groix et Nature. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette huile? Alors c'est un peu notre produit phare, c'est ce qui nous a fait connaître. Alors c'est fait avec des homards bleus. Donc je ne sais pas si vous connaissez le homard bleu. Mais pour autant elle est orange. Alors exactement, donc, le homard bleu, quand il cuit, il prend cette couleur orangée. Et donc on a vraiment le produit signature de Groix et Nature, un produit qui a du goût, un produit qui a du caractère, et un produit qu'on peut utiliser tous les jours dans notre alimentation. Oui, dans la salade par exemple, ça doit donner un petit côté iodé, j'imagine. C'est ça, sur une salade, sur un filet de poisson, on peut le consommer, on peut le mettre un petit peu partout. Donc c'est utilisé beaucoup par des grands chefs. Bon alors on va se recentrer sur nos ormeaux qu'on a vus tout à l'heure et qui ont été transportés de l'élevage d'Erwan qui est à quelques centaines de mètres de la conserverie et qui sont arrivés ici. Alors si vous êtes adepte des produits Groix et Nature, c'est ici que tout est fabriqué. C'est ça. On est dans le cœur de la machine. Et alors nos ormeaux, donc voilà, dans le cœur de la machine. Donc là c'est Loïc et Nadia qui sont en train de les faire. Donc les ormeaux sont là. Donc là vous êtes en train de les comment vous les préparez en fait? Alors, les ormeaux, c'est une recette qui est assez simple, mais qui est quand même travaillée. Donc, on va venir mélanger de l'ail, des échalotes, du piment de Groix. Donc, on a un partenariat avec un agriculteur local. On peut faire du piment sur l'île de Groix? Bien sûr, on peut faire du très bon piment sur l'île de Groix. Mais il arrache pas trop quand même? Alors, il est un peu costaud, mais bon, ça reste raisonnable. Bon, moi, qui ne suis pas un grand fan de piment, je trouve qu'il est bien dosé. D'accord, donc échalote, piment, dans la marinade. C'est ça. Et ail. Et ail. Et donc on la voit, elle est dans le pot là. C'est ça. Et ensuite? Et donc on la met en pot et on va venir mettre 5-6 ormeaux dans chaque pot. Et donc voilà, là on a vraiment le produit qui peut être utilisé à l'apéro pour faire... à picorer comme ça avec un petit cure-dent. Exactement, à picorer entre amis. Mais alors attendez, parce que donc en fait l'ormeau il est brut, mais il va rester aussi gros que ça? Parce que ça fait gros en bouche quand même. C'est ça, alors l'ormeau, on va le stériliser, donc il va se rétracter. D'accord. Donc derrière, on va avoir un produit qui fait à peu près cette taille-là. Donc voilà, idéal pour le déguster entre amis à l'apéritif. Et alors ça, ce sont des ormeaux qu'on a vus avec Erwan tout à l'heure, qui ont à peu près 3 ans. Mais des fois, avec ceux qui sont un peu plus âgés, vous en faites aussi des rillettes. C'est ça, donc on fait des rillettes. Alors là, c'est un autre process que vous voyez là, c'est la mise en rillette. Donc on va venir hacher l'ormeau. On va venir derrière le cuisiner et on va le mettre avec de la crème, de la farine et on va créer une rillette d'ormeaux. D'ormeaux, trop bien. Voilà. Là, il y a de quoi épater ses amis. Et vous aviez une dernière astuce à partager avec nous par rapport à la marinade. Alors exactement, pour la marinade, moi ce que je conseille, c'est de garder la marinade. Donc quand on a fini de manger son ormeau, on garde la marinade et on vient derrière la cuisiner. Donc on peut la mettre avec un petit poisson, venir mettre les échalotes dessus. C'est vraiment divin. Bon, vous, ça vous plaît de travailler, pour conclure, de travailler à Groix et Nature? Qu'est-ce qui vous anime le plus quand vous venez là le matin? Alors moi, ce qui vraiment me fait vibrer, c'est de faire des bons produits. Avec des bons produits, des produits de qualité. Ouais. Les ormeaux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Et je trouve ça intéressant de travailler avec des produits d'exception. On travaille des produits d'exception, on essaye vraiment de leur donner du goût. Et on essaye d'avoir des produits qui plaisent aux gens. Et voilà, et quand on a réussi ça, vraiment, le pari est réussi. Et on peut les retrouver où, justement, ces marinades d'ormeaux? Alors, ces produits-là, ils sont distribués en épicerie fine. D'accord. Ou dans des boutiques spécialisées. Voilà, c'est des produits plutôt festifs
qu'on peut manger à Noël ou pour des belles occasions. Bon, l'occasion, aujourd'hui, on va peut-être pouvoir en déguster quelques-uns. Marianne, Enfante, est-ce qu'on vous attend pour l'apéro ? C'est un petit peu tôt pour l'apéro. Il y a une émission à finir. À bientôt, Evan. On vient de voir la fabrication donc, de rillettes d'ormeaux. Quels sont les produits que vous vendez le plus aujourd'hui chez Groix et Nature ? Alors aujourd'hui, ça va être toute la gamme autour du homard. Donc le homard bleu qui a vraiment été un crustacé emblématique. Ouais. Okay. La coquille Saint-Jacques, la rillette de sardine. Donc c'est vraiment, je dirais oui, la Saint-Jacques, la sardine, plus l'huile de homard. Alors il y a de la créativité aussi chez Groix et Nature. Quelles sont peut-être les associations les plus improbables que vous ayez faites en 20 ans ? L'association peut-être la plus improbable, ou en tout cas sur le papier, c'est le pâté marin avec du thon, donc le poisson emblématique, et du cochon. D'accord. Et en fait, là, au départ, les gens nous ont dit « vous êtes fous ». Mais bon, on nous l'a dit souvent dans l'histoire de Groix et Nature. Mais c'est en fait une recette qui là encore, rend hommage au passé de Groix, parce que Groix, vous aviez vraiment pléthore de thon, alors que le cochon, chaque famille avait un cochon. Donc, on associait le thon au cochon pour pouvoir avoir du pâté en plus grande quantité. Alors, ce pâté marin, ça donne quoi en bouche, Denise Guyader ? C'est étonnant. Ouais. Moi, j'étais surprise. Oui, parce que... Elle a raison de dire que ça ne se faisait pas. On ne mettait pas du thon avec du porc, ça n'existait pas. Parce que moi, j'étais dans la salaison au départ. Et le pâté, c'était vraiment pur porc. Oui, c'est ça. Mais c'est original et je trouve ça très très bon. Ouais, elle vous a converti. Oui, elle m'a convaincue. Je lui fais goûter toutes les nouveautés. Regardez le charisme qu'elle a, comment elle vous explique. Elle est vraiment faite pour ça. Vous faites aujourd'hui partie des entreprises du patrimoine vivant, qui est un label de l'État. Oui. Qu'est-ce que ça suppose comme engagement d'être entreprise patrimoine vivant ? Alors, au-delà de l'engagement des bons produits, c'est vraiment un engagement aussi vis-à-vis des gestes, de se dire ce qui a été jugé et mesuré, c'est le respect de tout ce patrimoine culinaire et de la façon dont on exécutait les gestes pour travailler les produits au quotidien, et le rayonnement aussi de l'entreprise à l'international. C'est un point qui est important. C'est entreprise du patrimoine vivant, c'est de faire rayonner le savoir-faire français en France, mais également à l'international. Et aujourd'hui, votre grand-mère, Denise, comment elle vous accompagne dans cette vie de dirigeante, de mère de famille aussi ? Ma grand-mère m'a accompagnée à plein de moments de ma vie, et c'est pour ça que je voulais qu'elle soit présente aujourd'hui. Mais dans les conseils, c'est oui, de vivre intensément ma vie professionnelle, mais de jamais oublier d'où je viens et de jamais oublier ma famille, mes amis, cet équilibre dont moi j'ai aujourd'hui besoin. Et c'est vrai que c'est des... En fait, elle m'a transmis beaucoup de valeurs, je pense. Des valeurs de se dire que des fois, les choses simples sont les plus belles. Et c'est aussi ça, je trouve, la cuisine, en fait, de se dire, on cuisine pour les gens qu'on apprécie, on fait une belle table, on prend juste le temps d'un moment partagé. Et ça, c'est des choses qu'elle m'a transmis, tout en étant tenace aussi. On peut dire que tu es assez tenace, et je pense que tu m'as transmis ça aussi. Et voilà, plein d'autres choses, évidemment, mais elle a un attachement à sa famille, sa famille et ses amis. Oui. C'est vrai que tu es très proche de... Oui. Et ma grand-mère m'accompagne parce qu'elle garde aussi mes enfants régulièrement, il faut le dire. Parce que, je cuisine avec eux si on fait des petits gâteaux. Oui. Ouais. Non, j'ai un problème de gestion du temps, des fois. Le temps dérape. Et voilà, et ma grand-mère est toujours là en appui. Votre fille vous a dit un jour, votre talent, c'est les rillettes. Oui. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous projeter sur la suite que pourrait être Groix et Nature plus tard, dans 20, 30 ans ? Est-ce qu'on commence déjà à penser aux enfants ? Est-ce qu'ils reprendront ou pas l'affaire ? En fait, ma fille m'a inscrit à l'école, il y avait une journée des parents, et la maîtresse me dit merci beaucoup. Je dis merci, très bien. Et donc, j'ai été inscrite par ma fille, journée des talents, et je dis mais quel est mon talent ? Faire des rillettes. J'ai trouvé ça génial. Donc, je suis arrivée à l'école pour expliquer comment on faisait des rillettes. On a goûté les produits, on a fait une élection de la rillette préférée dans la classe de CM1. Et effectivement, il y a quelque chose qui est important, c'est de leur transmettre pourquoi enfin déjà pourquoi cet engagement, comment on fait les produits. Donc ils viennent régulièrement visiter la conserverie, ils adorent Groix, et après je ne veux pas leur mettre, j'ai jamais eu de pression moi de dire il faut que tu reprennes, et je pense que ça a été aussi
un gage de liberté. Moi, la liberté, c'était quand même quelque chose de très important pour moi, de pouvoir décider. Et voilà, donc ils verront, ils seront libres de le faire. Okay. Et tant qu'ils sont heureux, c'est le principal. C'est le principal. Merci Marianne Guyader d'avoir été avec nous. Merci Jean-Luc Martin, Denise Guyader, Olivier Marie pour ces échanges. C'est l'heure de la petite tradition de fin d'émission, l'heure de la photo pour conclure. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain. Ils verront s'ils font des rillettes. Anybody do that thing you do before.